Bienvenue au Polysécure, épisode pour le grand public. Je suis avec Gabrielle. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, mon nom est Gabrielle Thibault-Delorme pour me présenter pour mon background, je suis derrière le blog Simplicité semi-volontaire qui aborde beaucoup le minimalisme dans les contextes financiers, mais en ce moment, ça pourrait s'appliquer à bien d'autres contextes comme celui notamment du numérique. Effectivement, on va aborder justement le minimalisme numérique, qui est une espèce de diète qu'on a besoin, puis qui a peut-être pas d'incidence directe sur la sécurité, mais qui est quand même dans l'ensemble, si on regarde ce qui se passe avec tout le Facebook, la débâcle qu'il y a eu dans les dernières semaines, est quand même une nécessité humaine. Et donc, comme la sécurité est nécessairement humaine, il y a un lien qui se tisse là-dedans. Je vais te laisser partir. C'est sûr que avec toute la débâcle de ce qui se passe pour Facebook aussi, la question se pose un peu, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ces plateformes-là, puis par l'influence aussi qu'elles ont sur les internautes, puis qu'elles ont sur la société en général, que ce soit la radicalisation, que ce soit l'image corporelle des jeunes filles avec Instagram. On voit que les plateformes de réseaux sociaux peuvent avoir des impacts vraiment, vraiment négatifs sur nos vies, sur nos images de soi, puis que ce soit aussi par rapport à l'envie, par rapport à nos voisins ou par rapport à notre consommation envers le marketing. Fait, comment est-ce qu'on fait pour un peu diminuer ces impacts négatifs-là? Autrement que, c'est sûr qu'il y a toute la question politique qui est en lien avec ça, mais au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il y a une proposition qui est intéressante qui a été faite par Cal Newport, qui est un auteur américain, qui est le minimalisme numérique. L'idée du minimalisme, d'abord, c'est de diminuer plutôt que d'augmenter. Fait, diminuer le numérique plutôt que pour changer un peu notre rapport par rapport à ça. Par diminuer, c'est sûr que lui, Cal Newport, privilégie comme une approche qui est complètement, une diète là, qu'on coupe tout. Là, donc, pendant 30 jours, on n'utilise aucun réseau social, ni des courriels, etc., etc. Je pense que si quelqu'un est vraiment, vraiment dépendant, ça peut être une avis, mais en même temps, c'est pas nécessairement vers là que j'ai eu tendance à me diriger. En tout cas, de mon côté, j'ai jamais voulu privilégier des solutions comme le 30 jours sans Facebook. C'est un peu excessif, là. On voit comme une diète miracle un peu dans cette volonté-là. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'ils vendent des livres aussi, là. Puis moi, de mon côté, j'ai réalisé très vite que je ferais pas d'argent sur Internet. Fait que voilà. Mon OnlyFans n'a pas aussi bien marché que ce que je voulais. Par contre, je pense qu'il y a des points qui sont quand même assez intéressants à couper comme notre rapport avec les réseaux sociaux. Puis je sais que pour bien des gens, puis en tout cas, ça a été mon cas, on sait déjà, puis on sait au fond de soi-même que on devrait pas y aller si souvent que ça. Je pense que c'est bien arrivé plusieurs jours de regretter d'avoir passé autant de temps, là, que ce soit sur Facebook, sur Reddit ou ailleurs. Et comment qu'on fait à ce moment-là? Moi, souvent, ma stratégie au niveau finance, ça a été de mettre des barrières, dans le fond, devant des comportements qu'on veut pas perpétuer, puis d'en enlever devant les comportements qu'on veut faire. Fait que si on y va au niveau finance, moi, souvent, je savais que si j'amenais mon portefeuille pendant la journée, si je travaillais au centre-ville, c'est sûr et certain que j'allais dépenser plus que ce que je voulais pendant la journée. Fait que la solution, est-ce que c'est de le traîner puis de résister toute la journée, ou c'est tout simplement de pas amener le portefeuille? Je pense que Facebook, je dis Facebook, mais si ça s'applique à Instagram, etc., c'est comment est-ce qu'on peut mettre une barrière devant. Moi, quand je suis revenue de vacances, une chose que j'ai faite, ça a été de mettre un cadran, une espèce de compteur, là, un peu comme pour les sapins de Noël, vis-à-vis mon Wi-Fi. Donc, j'ai pas de Wi-Fi de 9h jusqu'à 8h30 le lendemain matin. Fait que ça a été ma solution simple pour ne pas utiliser trop Internet le soir. Mais pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement si tu te rends compte que tu es trop souvent sur Facebook, il existe des outils, il existe en ligne des trucs qui font que
tu vas moins y aller. Ou du moins, ça va t'avertir. Ou il va te falloir que tu autorises ton entrée sur Facebook. Ou ça va t'aviser si tu passes trop de temps là-dessus. Ou de tout simplement enlever l'application de ton téléphone. Fait que si tu veux aller sur Facebook, il va falloir que tu ailles sur ton desktop à la maison ou sur ton desktop de travail. Juste de rajouter certaines barrières à l'entrée. Ou de retirer l'incitatif. Oui, c'est ça, exact. Si tu veux pas, c'est comme dans une façon simple, si tu veux pas manger de sucre, achète-en pas. Exact, c'est ça. Parce que tout là-dedans est incitatif, même le petit rouge. La notification, même le bruit de la notification. Là, on a tous déjà entendu la notification fantôme. Là, tu penses que ton cell il a vibré, mais il n'a pas vibré. Oui, ben c'est ça, c'est la recherche du stimuli qui va avec. Puis ça, il y a nombre de reportages et d'enquêtes qui ont été faites sur la façon que les réseaux sociaux, Facebook dans l'entrée de jeu, mais les autres aussi, énormément étudié le comportement humain et justement font dévier le comportement humain pour les favoriser eux autres, pas nous favoriser nous. Puis c'est ça que le minimalisme amène, c'est qu'on est capable de reprendre ce contrôle-là que ces grandes compagnies-là nous ont retiré. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est de questionner ton rapport un peu, puis c'est... puis ça veut pas dire que c'est négatif d'utiliser Facebook. C'est pas non plus négatif d'utiliser Instagram. Le problème, c'est quand ça devient comme une habitude, puis c'est quelque chose que tu désires pas, puis que c'est même au contraire quelque chose que tu regrettes après. C'est là que ça devient problématique. C'est quand... Parce que si tu disais, tu sais, moi, pendant 15 minutes, quand je prends l'autobus, je regarde Facebook, puis je prends les nouvelles de mon monde, puis voilà, puis après ça, tu le lâches, puis tu le laisses de côté. Personne ne verrait un problème à son utilisation si c'était ça son utilisation qui en faisait. Le problème, c'est que c'est pas ça qui arrive. Le problème, c'est que tu regardes ton téléphone après puis qui dit vous avez passé 5h42 sur votre téléphone aujourd'hui. Il y a entre autres ça, puis tu dis dans un contexte de communication et de saine communication avec son entourage, oui. Le problème, puis moi, j'appelle ça, c'est remplir sa tête de vide. C'est-à-dire que de consommer des choses dans Facebook ou peu importe la plateforme, là, parce qu'ils sont tous... TikTok est probablement rendu la pire à l'heure actuelle. Tu veux juste remplir de contenu qui sert à rien, ta tête. Fait que tu remplis tes moments où tu t'ennuies, au lieu de t'ennuyer comme un vrai humain devrait s'ennuyer, ben, tu fais juste bouffer des calories vides, comme manger des chips. Puis après, ben, comme quand on mange des chips, ben, on sent pas bien. Après, on sent comme on n'a pas bien mangé, fait on sent un peu lourd. Oui, c'est ça. Ben, c'est le regret là, qui vient après qui est un problème. C'est là que tu te rends compte aussi que quel comportement je devrais adopter versus un autre. On a toute une conscience, on a tout comme un petit soi-même meilleur que soi, derrière soi, qui prend des notes sur à quel point je me rapproche ou pas de mon idéal. Puis une note par rapport à ça. Puis c'est sûr que si on a passé comme trop de temps à consommer, parce que le mot, c'est vraiment ça, c'est de la consommation. On est là, puis on est passif, puis on reçoit de l'information. C'est quand même relativement rare que tu arrives sur les réseaux sociaux et que c'est quelque chose que tu vas chercher de façon proactive. C'est rare que tu dis « Oh mon Dieu, je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire à Québec ce soir. Je vais aller sur la page Facebook de quoi faire à Québec ce soir. » Ou comme vendre quelque chose sur Marketplace, c'est des actions qui sont proactives. Aller chercher des nouvelles de son entourage, c'est une action que tu prends. En général, tu arrives sur un réseau social puis tu ne fais que recevoir de l'information. Fait que... Ben, c'est un peu, puis ça, je pense que c'était le président de France 2, je pense, qui avait dit ça à un moment donné. L'objectif de la télévision, c'est de faire du vide pour laisser de la place aux publicités. Et c'est un peu cru. Puis il demeure que c'est un peu ça, et là, Facebook, puis entre autres, la façon dont tu le mentionnes, puis c'est clairement ça. L'objectif de Facebook, c'est de faire de la place dans nos têtes pour que les publicités rentrent et donc que leur cycle marketing, donc leur revenu soit mis en place. Parce qu'il faut se rappeler que Facebook, et comme tous les autres réseaux sociaux, leur revenu, c'est les publicités. Fait que plus ils sont efficaces, plus ils vont en vendre, donc plus ils vont faire d'argent. Puis là, c'est ça leur objectif. C'est pas de nous faire plaisir. Non, c'est ça, Facebook. Puis chaque réseau social aussi, c'est Tristan Harris qui
qui relevait ça dans le documentaire Derrière nos écrans de fumée. Mais ce que les réseaux sociaux vont aimer, puis ils vont rechercher, puis c'est la base sur laquelle ils vont se compétitionner, c'est lequel est le plus susceptible de provoquer un comportement désiré chez sa base. Donc, ils vendent le package, ils vendent un ensemble de personnes qui vont réaliser une action dans un sens pour un publicitaire. Donc, que ce soit d'acheter tel produit, mais dans certains cas aussi, ça peut être médiatique. Donc, oui, il y a le côté publicitaire, mais il y a aussi le côté médiatique ou politique d'adopter un certain comportement. Et c'est là que la radicalisation peut embarquer aussi. C'est Facebook facilite une radicalisation. Donc, de la même façon qu'un publicitaire va inciter à acheter son produit, je vais dire le terme gourou, là, mais tu sais, comme une personne, que ce soit politique, que ce soit médiatique, une personnalité peut aller chercher un fanbase ou aller chercher comme des gens qui vont adopter des comportements spécifiques, donc qui vont être engagés finalement. Puis c'est un peu la raison pour laquelle l'algorithme de Facebook facilite cet engagement-là. On facilite cette action-là. Excuse-moi. Oui, on ramène là, puis d'ailleurs, je pense que c'est sorti aujourd'hui au moment de l'enregistrement. Il a été mis au public, au grand public, le fait que l'algorithme de Facebook donne un poids démesurément élevé aux faces fâchées. Mm-hmm. Quand on ajoute un commentaire fâché sur une publication, ça a beaucoup plus de chances d'être promu par le moyen organique de Facebook que si on fait juste un pouce, par exemple. Fait que là, les autres avaient l'objectif de vouloir inciter la discussion, on peut dire, c'est ça l'idée de base. La réalité, c'est que leurs études internes, puis ils ont pas changé, là, ont démontré que ça fait juste amener à la radicalisation, ça l'amenait à un changement autre. Et est-ce qu'on voit présentement, puis qui amène un peu des situations malheureuses où les gens s'enferment dans des réflexions qui sont qu'on pourrait qualifier de nocives. Celles du terrorisme sont un exemple aussi, mais là, on a des exemples plus proches de nous maintenant avec le confinement, dans lesquels les gens ont perdu un peu les références humaines et des références à laquelle on vit dans un groupe d'humains et non juste derrière notre écran. Puis je pense aussi l'effet du numérique, on parlait en pré-show, l'effet du numérique a transformé l'humain en d'autres choses. Puis c'est peut-être pour ça aussi que le minimalisme a toute son importance. Oui, puis tu disais les faces fâchées, tu sais, on sait, on l'expérimente nous-mêmes. Quand on est fâché contre un restaurant, par exemple, ou on est fâché contre une expérience consommateur, on est beaucoup plus susceptible d'aller sur leur page Google puis d'écrire une mauvaise critique que si le repas était très bon. À ce moment-là, on va faire 5 étoiles puis merci, bonsoir, ou on fera tout simplement rien. Fait que l'expérience négative va toujours être plus propice à un engagement puis à une action qu'une expérience positive qui va pas créer nécessairement d'action par la suite. Fait que c'est sûr que si on voit l'engagement comme étant le but ultime, puis la modification de comportement comme étant le but ultime, la colère est beaucoup plus susceptible que la joie ou le contentement finalement. Fait que ça me semble logique. Ce que je vois aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant de toutes les révélations qui sont faites, c'est qu'il n'y a rien qui est particulièrement surprenant. Je pense que si on suit un peu Facebook, si on regarde un peu l'évolution de la société depuis que les réseaux existent, il n'y a rien là-dedans qui... Je pense que ce qui est révélé, qui est intéressant, c'est le fait qu'ils savaient, mais tu sais, on dirait que tout se savait déjà, tu sais, tout se connaissait déjà. On le ressent à l'intérieur de nous, tu sais, l'effet nocif que ça peut avoir. On le voit dans nos communautés. Absolument, puis c'est ça qui est un peu triste là-dedans parce qu'on a eu avec Snowden qui avait fait la même type de révélation choc il y a plusieurs années, dans ce cas-ci dans les services de renseignement américains, mais on savait tous qu'il faisait ça, sauf qu'il a fallu la révélation publique, médiatisée, pour que la conscience collective s'avance parce qu'on revient maintenant, puis je suis pas sûr que les gens se souviennent de cet événement-là et ont changé leur comportement tant que ça face à cette machine de surveillance qui est très puissante au niveau des États-Unis, mais très puissante au niveau mondial aussi. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'au niveau politique, ces révélations-là peuvent changer quelque chose au niveau politique parce que, bon, ça force une prise d'action, mais au niveau individuel, peut-être individuel, je sais pas, là, mais au niveau collectif,
est-ce que ça va changer quelque chose? Tu sais, beaucoup de gens ont dit, bon, je quitte Facebook, mais on réalise que bien des gens quittent Facebook pour mieux y revenir là, peu de temps après. Là. Ça fait tellement partie de nos vies puis du collectif que pour quitter Facebook, c'est parce qu'il va y avoir une alternative qui va être plus populaire, ce qui va se passer avec les générations suivantes. Tu sais. Oui, c'est un des points où justement le FCC, je crois, aux États-Unis, est en train de faire une poursuite en antitrust avec Facebook sur la base qu'il n'y a effectivement pas d'alternative à Facebook. Et là, il y a tout le problème là, par rapport à ce que tu mentionnes. Non, c'est ça, exact. Il existe d'autres réseaux sociaux, mais ces autres réseaux sociaux-là ont pas la portée aussi, parce que Facebook, c'est une grand-mère comme c'est multigénération. Puis c'est aussi la base pour tu peux pas, par exemple, faire du marketing en ligne sans faire, même des fois, le marketing en ligne, ça n'implique presque que Facebook pour plusieurs compagnies. Fait que tu peux pas vraiment t'en sortir. Peut-être que générationnellement parlant, vu que les plus jeunes sont davantage, Instagram puis TikTok, peut-être que ça va moduler, mais en même temps, souvent, ils vont être sur Facebook aussi. Là, fait que ben, invariablement, parce que si on veut communiquer avec les gens, c'est ça, là, mais Facebook, c'est gros, là. Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp aussi. Fait que c'est un consortium-là est immense et contrôle toutes ces sphères-là. Fait que ce qui est dit dans WhatsApp est nécessairement mis dans les mêmes engins de manipulation que le restant. Fait que si vous dites quelque chose dans WhatsApp, soyez pas étonnés d'avoir une publicité ciblée sur ce qui a été mentionné après, parce que tout se suit. C'est là où le minimalisme devient important, puis surtout nous sommes au sens de la sécurité, c'est qu'on se protège, nous, comme individus. On protège notre vie privée face à ces conglomérats-là qui veulent finalement notre bien, mais notre bien monétaire. Là, ils veulent s'enrichir à nos dépens. Là. Ben oui, parce que plus on utilise Facebook, plus on lui donne l'information sur nous. Plus on utilise n'importe quel réseau social, plus on raffine finalement l'algorithme, plus on raffine les publicités qui vont nous être envoyées. Et pas juste les publicités, mais les contenus aussi. Puis ça, YouTube aussi est assez bon là-dedans là, pour justement Tristan Harris disait que ça ne prenait environ qu'une dizaine de vidéos pour que des groupes de mamans se rendent jusqu'à des campagnes d'anti-vaccination. Là. Donc, ça ne prend qu'une dizaine de vidéos pour que la spirale vers la radicalisation se fasse finalement. C'est donc le moins on l'utilise, puis le plus on l'utilise aussi de façon proactive, le moins on l'utilise de façon passive en commentant ce qui nous est envoyé, ben là, on raffine l'algorithme un peu, tandis que si on l'utilise pour mettre quelque chose sur Marketplace ou pour aller voir ce qu'un ami dit, on module l'algorithme selon les actions qu'on a choisi de porter aussi. Entre autres, puis moi, ce qui me trouble énormément là-dedans, puis on l'a vu entre autres avec les élections américaines de 2016, où ça a été très clair, où Facebook a été utilisé pour manipuler l'électorat. Puis là, on ne parle pas de manipuler 2 personnes, on parle de manipuler 300 millions d'Américains qui ont, il n'y a pas 300 millions qui votent, là, mais la population votante des États-Unis a été manipulée par Facebook, par l'usage de ces connaissances-là et par l'usage de tout ça. Fait que ça devient troublant que, dans le fond, on perd notre libre arbitre. On devient finalement l'esclave de ça et c'est là où, socialement, c'est encore d'autant plus troublant. Là. Ce qui est troublant aussi, c'est d'avoir ces espèces d'écrans-là qui... On a parlé beaucoup pendant le pré-show de débat puis de l'art de débattre. Mais l'art de débattre, ça ne peut pas vraiment se faire sur Facebook parce que soit tu es dans une écho-chambre ou soit tu es un peu caché derrière... on est toujours plus agressif derrière notre voiture ou derrière notre écran que ce qu'on peut être dans la vraie vie. Puis souvent, si tu passes trop de temps dans ton écho-chambre avec le même genre de personnes qui pensent la même chose que toi, quand tu arrives dans la vraie vie et tu es confronté à une opinion qui est contraire, ça fait presque un choc. Sur le coup, tu fais « Oh mon Dieu, je peux pas croire ». Et tout ça, mais si tu sors un peu de cette espèce d'environnement-là puis que tu discutes tout le temps avec des gens dans la vraie vie, ben, tu vas confronter beaucoup d'opinions, puis tu vas confronter beaucoup d'expériences, puis les gens vont t'amener une plus grande richesse aussi de leur expérience par rapport à ça. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un débat, entre guillemets, un débat
débat est un gros mot, là, agressif en personne, parce que t'as un être humain en chair et en os qui est devant toi. Tu sais, t'as un être humain qui est complexe. C'est pas juste un épouvantail créé à partir d'un être humain. Ça me fait penser aussi, tu sais, l'image sur Instagram puis l'image corporelle. Si tu quittes un peu Instagram puis tu te compares avec les gens dans la vraie vie, ça sera jamais la même comparaison que celle qui est faite avec des images sur Instagram ou des images dans les magazines. À l'époque, c'était ça le problème, là, les images dans les magazines, les images des publicités. Mais si tu fermes cet écran-là puis que tu regardes ce qui se passe dans la vraie vie autour de toi, non, les femmes n'ont pas de 18 à genre 27 ans minces puis tout de ce même physique-là, finalement. Au contraire, tu vas voir une pluralité. Oui, puis qui est arrangé en plus, c'est ça qui est encore plus emmerdant, c'est que l'usage de Photoshop, entre autres, ou comme tout l'usage, c'est ces choses-là qui sont souvent payées par des compagnies pour véhiculer des messages qu'on ne voit pas. C'est d'autant plus achalant. Puis là, c'est moins pire parce que là, il y a une certaine forme de norme s'est installée, mais il demeure que les YouTubers, par exemple, il y en a beaucoup qui étaient payés. Fait que quand les jeunes essaient de répliquer ça ou essaient de vivre avec la même impression que c'est genre quelqu'un dans son sol qui fait, c'est pas ça. Là, tu parlais d'Instagram où les filles ont des formes qui ne se peuvent pas. Ben effectivement, ces formes-là ne se peuvent pas parce que ça a été manipulé. Ils n'ont pas pris leur téléphone, pris une photo clouk puis envoyé. Non, il y a quelqu'un qui a travaillé l'image avant, puis c'est toute cette illusion-là qui est multiplié et amplifié par ces outils-là pour une raison obscure que les algorithmes vont favoriser. Oui, puis tu sais, c'est se comparer, de toute façon, le jeu de la comparaison sur Internet, c'est très difficile parce que tu compares ta vie à toi qui comporte ses hauts et ses bas, puis souvent c'est plusieurs bas, puis tu es plus susceptible à l'envie quand tu es justement dans un bas dans ta vie. Au meilleur moment des autres personnes, finalement. Là. Fait que c'est sûr et certain que c'est très dur, psychologiquement parlant, que de se confronter constamment à cette comparaison-là. Puis ça crée un sentiment d'inadéquation, ça crée l'impression, justement, que Colin, qu'est-ce qui fait que toi, tu y arrives pas? Puis, ben là, de l'autre côté, ben t'as la publicité qui va arriver de l'autre côté en faisant, ben, tu sais, la raison pour laquelle tu ne vis pas exactement ce beau paradis, c'est parce qu'il te manque tel produit ou il te manque telle expérience. C'est beaucoup plus facile de manipuler une population qui est malheureuse, qui est insatisfaite. Puis Facebook, Instagram et tout sont des machines à insatisfaction, puis sont également des machines à chercher cette approbation sociale-là aussi en plus. Fait que t'as le nombre, t'as la comparaison avec les gens. Après ça, t'as l'effet du nombre de l'autre côté, puis l'effet de la publicité de l'autre. C'est sûr et certain que ça fait une belle tempête parfaite pour te faire adopter un comportement voulu. Oui, puis de vouloir faire comme le groupe. C'est là, il y a deux comportements types qu'on peut faire. Puis justement, on en parlait on a parlé beaucoup de choses dans le pre-show. Justement, le fait de faire partie du groupe. Donc, il y en a beaucoup qui vont vouloir travailler fort pour faire partie du groupe. Donc, ils vont aller énormément dans ce sens-là. Ou l'inverse, ils vont vouloir se séparer du groupe parce qu'il y a quand même un certain pourcentage de la population qui, fondamentalement, veulent être des rebelles. Donc, ces deux populations-là vont se retrouver confrontées à des comportements qui ne sont finalement pas les leurs parce qu'ils sont induits par ce qu'ils voient. Donc, ils vont soit adopter un comportement rebelle face à une norme définie et ils vont être ensuite recapturés par les compagnies qui vendent des produits associés à cette contre-culture. Parce que puis maintenant, ça me fait énormément rire quand on parle de contre-culture parce que ça bascule dans la culture quasi instantanément maintenant. Avant, on avait des contre-cultures qui pouvaient durer pendant des années. Mais là, on a une contre-culture qui dure 2 semaines, puis pouf, elle bascule dans la culture de façon quasi instantanée. Fait on n'a même plus d'espace de rébellion stable qu'on pouvait avoir il y a une certaine époque. Oui, c'est ça, le backlash du choc, de ce qui vient de commencer. Mais je te parlais un peu dans le pré-show de l'humoriste Bo Burnham, mais qui a vraiment fait un spécial là-dessus, justement, sur cette espèce d'instantanéité rapide aussi à avoir toujours un métadiscours
qui est presque instantané sur n'importe quel aspect de la culture. T'sais. Dès que je me rappelle, là, je pense que tu t'en rappelles toi aussi, nous avons vécu le monde sans Internet. Mais ce monde sans Internet, oui. Mais dans le monde sans Internet, si tu voulais entendre parler du nouveau film qui allait sortir, il fallait que tu achètes un magazine. Puis il fallait que les autres personnes voient le film. Fait que tu attendais que ton meilleur ami ait écouté le film aussi. Puis là, tu pouvais y en parler. T'sais. Mais maintenant, le film sort, puis dès que le film sort, la critique est sortie, puis t'as les subreddits, puis t'as tous les forums qui sont tout de suite instantanés, qui discutent de ça. Fait qu'il y a comme il y a un métadiscours qui est instantané sur tout, là, tu sais. Est-ce que puis c'est la phrase qui revenait dans le spécial, c'est est-ce que tu veux de tout le temps? Est-ce que je peux t'offrir tout le temps? Tu t'en iras jamais. Tu n'auras jamais de moment mort ici sur Internet parce qu'on va t'offrir de tout ce que tu veux tout le temps, en permanence. Puis je pense que c'est ce sentiment de bruit-là qui est dur à se départir parce que ça nous donne la dopamine à chaque fois. Là. Ça nous donne vraiment comme... c'est une petite drogue, là. Puis c'est pas rien qu'une petite drogue, c'est une grosse drogue. Parce que, je veux dire, on l'amène même aux toilettes, notre téléphone, là. Ah oui? Oui. Je suis pas la seule à faire ça. Ouais, je pense qu'il y a bien du monde qui font ça. Là, puis, peut-être des gens qui seraient étonnés à savoir que la réponse qu'ils ont reçue a été produite sur la bolle. Écoute, depuis l'arrivée des téléphones intelligents, jamais autant d'hommes ne sont pissés assis. Mais, mais c'est une grosse drogue, puis c'est ce qui fait que c'est difficile, mais en même temps, l'ennui, ça nous permet d'être créatifs. Puis tu sais, des fois, on a tout le temps le regret de se dire « Ah mon Dieu, comment ça se fait que j'arrive pas à lire des livres? Comment ça se fait que je tricote plus ou que je joue plus à des jeux de société ou que je vois plus mes amis? » C'est souvent juste parce que notre temps est déjà occupé par pas grand-chose, finalement. Puis avant de s'en vouloir, puis avant de se reprocher, ben il faut d'abord faire du temps puis faire de la place un peu. Puis c'est sûr qu'on va la combler avec des choses qui nous intéressent un peu plus. Puis chaque temps, chaque minute, si on trouve ça souvent intéressant en vacances de pas avoir son cellulaire tout le temps, puis de laisser l'esprit vagabonder un peu, mais on laisse pas vraiment l'esprit vagabonder. En fait, moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le sport, c'est que j'ai pas mon téléphone dans ce temps-là, puis mon esprit peut voyager un peu. Mais c'est important de se laisser ces instants-là où il y a un peu de silence dans sa tête aussi. Ça nous permet de réfléchir de façon un peu plus approfondie. Ça nous permet d'être un peu plus concentrés. Ça nous permet de faire du ménage aussi dans qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Absolument. Tu vois, moi, j'utilise, tant qu'à parler d'outils techno par rapport à ça, moi, j'utilise l'application Flora qui, justement, qui contrôle la consommation du téléphone au sens où si tu prends ton téléphone, la plante, elle meurt. Tu as un temps, disons, tu définis ton temps, puis moi, je fais des sprints de 50 minutes. Fait que je fais 50 minutes où je fais pas, dans le fond, pas d'Internet ou pas de téléphone minimalement dans ce cas-ci. Fait que là, je me concentre à lire, écrire, ou peu importe le travail que je fais qui va demander une réflexion soutenue de 50 minutes. Là. Puis c'est pas tout le monde qui sont capables de soutenir un moment ou une lecture pendant 50 minutes parce qu'on est tellement habitué à être sollicité à tout bout de champ. Fait que c'est un des trucs que j'utilise justement pour contrôler la pulsion. Justement, je me mets une barrière devant mon téléphone. Si je le touche, ben l'arbre il meurt. Fait que j'ai perdu mon petit reward, mon petit cadeau. Fait que c'est quand même de la gamification, mais il demeure que celle-ci m'aide à mieux maîtriser. Puis effectivement, puis je suis comme les autres humains, là, j'ai l'espèce de sentiment de vide, d'avoir brûlé 3 heures sur des médias sociaux inutiles. Puis au bout du 3 heures, je pense que j'ai juste pris mon 3 heures puis je l'ai mis dans le feu. J'ai pas de satisfaction intérieure. C'est comme les calories vides. J'ai aucune satisfaction. Puis là, en plus, ça rajoute le regret d'avoir pris des calories de réseaux sociaux. Fait que là, il faut que je me débarrasse. Fait qu'on est comme dans un cycle infini qui est très important justement à maîtriser le plus tôt que tard.
Pendant un moment, mon cadran de Wi-Fi était fixé à 7h30 plutôt qu'à 9h. Puis ce que j'aimais aussi, c'est que 7h30, ça me donnait vraiment le temps. Je finissais de souper, puis je ne pouvais pas aller sur Internet après le souper. Fait que la maison n'a jamais été aussi propre. Là. C'est parce que tu es comme une espèce d'ennui que tu essaies de combler. Mais aussi, oui, tu vas t'impliquer. C'est ce que je réalisais, c'est que oui, j'allais faire plus d'activités, j'allais lire un peu plus, j'allais aller marcher un peu plus et tout ça. Mais ce que ça enlevait, c'était pas nécessairement c'est les moments morts entre chacune de ces activités-là. C'est qu'on réalise souvent, en tout cas, moi, ma consommation de téléphone est comme ça, mais tu sais, je vois être sur mon cellulaire quand j'attends l'autobus, quand je suis aux toilettes, entre deux activités. C'est jamais nécessairement, c'est pas un choix de je m'installe devant mon téléphone pendant 1 heure. C'est toujours entre les petits moments comme ça. Puis c'est des petits moments où avant, si tu allais à la banque puis que tu faisais la file, ben si tu faisais la file pendant 15 minutes, tu n'avais pas ton téléphone. Puis pour les extravertis, tu te pars une conversation avec le voisin d'en avant. Mais sinon, ben pendant 15 minutes, ben tu es tout seul avec tes pensées. Et ça, on n'a plus beaucoup de ces temps morts-là où on est tout seul avec nos pensées. Puis c'est important, puis c'est ça. Oui, c'est très important là, de réalimenter ça. C'est ça ce qui fait qu'on devient créatif, qu'on fait des choses, puis là, tu parlais de temps mort. Puis moi, j'avais l'autre image de ce qu'on avait parlé aussi par rapport à ça. C'est que l'instantanéité est le problème. Puis là, tu parlais tu avais une maison plus propre dans cette période-là. Mais quand on embarque dans d'autres types d'activités, par exemple, disons, faire de la photographie ou faire ou filmer, dans ce que des genres de choses que je fais, juste le setup de mettre en place les lumières, les caméras, et ainsi de suite, c'est 1 heure en partant. Fait que tu peux pas commencer à embarquer des activités créatives si tu n'es pas prêt à mettre le temps. Là, faut que tu le mettes le temps. Mais là, si tu es toujours entre les 5 minutes en train de regarder ton téléphone, ben ce temps-là n'est pas utilisé correctement. Puis là, tu es toujours en train de changer de réflexion. Donc, tu fais plus rien d'utile ou même lire. Lire, c'est compliqué pour les gens à lire, là, de soutenir un chapitre complet. Ben oui, c'est ça. Mais c'est rendu que la lecture, il faut quasiment qu'elle soit divisée en petits chapitres. Là. Pour être quelqu'un qui écrit pour Internet, il faut que tu ramasses l'information le plus succinct possible parce que justement, on a du mal à rester attentif puis on a du mal à être concentré de plus en plus à cause de ça. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas capable, c'est juste parce que on ne se pratique plus assez à se concentrer. Ben, c'est comme le sport. Que moins on en fait, moins on veut en faire. Puis plus on fait, plus on est capable d'en faire. Puis on veut en faire là, parce que une fois que tu as embarqué ta routine sportive, puis après un certain laps de temps, là, pas après 2 semaines, là, après plusieurs mois de pratique continue, on n'est plus capable de s'en séparer de cette pratique-là parce qu'on se sent même mal de ne pas faire du sport parce qu'on est tellement habitué de le faire ça, puis c'est tellement dans notre routine. Puis tout le bienfait que ça a à ce moment-là qui retombe sur nous. Oui, c'est ça. Exact. Ça, pour que ça crée une habitude, il faut d'abord le forcer au début. Il faut d'abord le forcer, mais pour s'aider un peu, il faut le faciliter aussi. Il faut faire en sorte que l'effort soit pas si énorme que ça. C'est un peu le principe d'aller courir le matin. Si tu te couches avec ton linge de jogging puis tu mets tes souliers de course directement à côté de ton lit, t'as beaucoup plus de chances d'y aller que si tu gardes ça pour la fin de la journée, finalement. Oui, absolument. Mais, ces trucs-là sont même essentiels à certains égards pour réussir à donner les chances de notre côté, puis justement de ne pas regretter d'être. Parce qu'on sent qu'on est un échec parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Là. On s'est pas donné les moyens pour y aller non plus. Là. Non, c'est ça. Des fois, on se rend à la tâche très difficile. Puis c'est peut-être aussi ce que j'aime un peu moins dans les défis 30 jours, par exemple, sans Facebook et des choses comme ça, c'est que la tâche a l'air beaucoup trop insurmontable. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne le fera pas. Tandis que Facebook, moi, de mon côté, j'ai l'application Newsfeed Eradicator qui fait disparaître mon fil de nouvelles de Facebook. Ce qui fait que ça fait de ma consommation de Facebook quelque chose de beaucoup plus actif. J'ai pas le choix d'aller voir sur la page des gens pour avoir de leurs nouvelles. Ça va pas m'arriver automatiquement.
Par contre, ça fait peut-être en sorte que les gens se disent, ah, comment ça se fait que t'as pas liké ma photo de telle affaire? Mais c'est vrai que j'ai moins de nouvelles de moins de gens. Mais ça fait de ma consommation de Facebook quelque chose de plus actif, de moins passif. Tu sais, puis naturellement, de cette façon-là, je vais pas aller voir toutes les chaque fil de nouvelles de chaque ami puis de chaque page que je suis comme si comme on le présenterait, qu'on me ferait un fil de nouvelles. Donc c'est sûr et certain que en termes de temps, c'est limité. Une fois que j'ai vu comme ce que j'avais à voir, ben je quitte la plateforme puis ça finit là. Donc je tombe pas dans le scroll de l'infini là. Ouais, c'est ça qui tue. Là. Les plateformes sont toutes montées comme ça. Le Facebook, c'en est une, mais Insta, TikTok aussi sont énormément sur cette infinité-là de toujours te réalimenter parce que ils ont tellement de contenu à te lancer qu'on peut juste faire ça jusqu'à la fin des jours, là, juste scroller le contenu des autres. Là. Ben oui, puis c'est comme un petit levier aussi au casino. Là, c'est le même geste, en fait. C'est que tu descends ton levier, puis là, ton fil se rafraîchit. Là, puis là, t'as toutes les dernières nouvelles. Là. Fait que il y a toujours de quoi avoir. Mais en même temps, il y a toujours de quoi à consommer, mais pendant ce temps-là, tu produis rien. Puis les gens se sentent mal avec eux-mêmes parce qu'ils ne font pas le comportement qu'ils voudraient faire. Puis quand ils se confrontent avec leur idéal, ils réalisent que finalement, ils passent un peu à côté de la traque. Tandis que si tu quittes un peu, si tu limites un peu, puis ça va te permettre de te donner le temps pour faire de quoi que tu souhaites réellement faire. Ce qui est difficile, c'est le début. Puis c'est pour ça qu'on se parle de trucs puis on se donne des astuces parce que c'est vraiment pas facile. Puis je n'irais jamais dire à quelqu'un quitte Facebook ou quitte LinkedIn ou quitte tout ça. Mais je suis vraiment d'accord sur le fait d'essayer de limiter, de faire le ménage de ses amis de temps en temps, de se désinscrire quand tu te rends compte qu'il y a un forum que finalement c'est pas si intéressant que ça, de désinscrire. LinkedIn aussi, de faire attention dans cette espèce de vibe de tout le monde se présente comme étant le meilleur travailleur, le meilleur entrepreneur et tout. Tu sais, LinkedIn aussi peut créer cette même besoin de comparaison-là, mais au niveau professionnel. Oui, ça s'est amplifié dans les dernières années, puis je trouve ça assez terrible parce que c'est rendu un média social comme les autres où les gens, puis là, même c'est pire, là, dernièrement, ils mettent les sondages. Fait que ça en est quasi maladif, comme les gens cherchent tout le temps au lieu de juste être. Mais il faut ralentir, il faut éviter, faut s'enlever la peur de missing out, là, l'espèce de moment où on a l'impression qu'on va rater l'essentiel de ce qui se passe. Il y a tellement de choses, on rate la vraie vie. On serait beaucoup plus propice à ne pas rater ce qui se passe dehors, ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans notre entourage, ce qui se passe dans notre famille, pour vivre avec ce genre de choses, vivre là au lieu de vivre à travers des écrans par interposés puis d'arriver là. La vraie vie, c'est dans l'engagement, c'est dans le fait de choisir d'être avec une personne, de faire une activité, d'écouter un certain film à ce moment-là, de travailler pour. Je trouve que les réseaux sociaux nous présentent toujours. Regarde, il y aurait ça aussi, puis il y aurait ça aussi, puis regarde, ça c'est un autre choix de vie, puis c'est un autre. Puis dans les réseaux sociaux, j'inclus aussi les Tinder et tout ça. Ça fonctionne beaucoup pour te dire, hey, oublie pas, là, il y a peut-être mieux ailleurs, là, parce qu'il y a beaucoup d'autres choix ailleurs, puis il y a beaucoup d'autres affaires, puis tu veux d'autres informations, puis tu veux d'autres. Fait, la vraie vie commence quand tu fais des choix à un moment donné. Puis c'est ça qui est difficile, c'est qu'on est dans une abondance de choix. J'aimerais ça qu'Internet devienne de plus en plus, puis même Netflix devienne comme un menu du jour où tu as à peu près 7 choix, puis dans ces 7 choix-là, tu en fais un, puis tu es beaucoup plus satisfait que d'avoir un menu de 4 millions de pages,
Puis là, on te demande de choisir le meilleur choix. Tu sais. Ah, c'est terrible ça, puis ça défait l'esprit humain, l'abondance de choix. Ça, de toute façon, il y a des techniques qui sont faciles. Là. C'est toujours mettre 2 choix va donner beaucoup plus de résultats que mettre 5 ou 10 choix. La personne va arriver à se décider beaucoup plus facilement parce que c'est comme ça, c'est comme ça que l'esprit humain fonctionne, puis on n'a pas l'impression de manquer, puis là, si on fait pas le bon choix aussi, c'est toute la perception d'un coup qu'on fait le mauvais choix. Puis c'est quoi la conséquence du mauvais choix? Puis là, on tombe dans une espèce de boulimie d'informations puis d'absorption là, qui devient quasi maladif là, à bien des égards. Là. Ben oui, puis c'est sûr, on se demande pourquoi les gens sont anxieux. Moi, ça me rend anxieuse d'arriver dans un endroit de crème glacée où j'ai 115 choix de saveurs de crème glacée. Puis après ça, on me demande qu'est-ce que je veux. Mais c'est sûr et certain que je transpire. Là, je suis comme, je sais pas, là, t'es comme une famille de Madagascar, toi aussi. Oui. C'est un peu la même chose, c'est qu'on se retrouve tous les jours devant un étalage immense de choix, puis de possibilités, puis de nouvelles, puis on ne peut aborder le sujet là, des nouvelles, puis de l'omniprésence de la nouvelle. Mais ça a été un problème qui a commencé dès la télévision 24 heures, mais le fait de nourrir la bête un peu, puis de toujours lui donner plus de contenu toujours. Puis quand je parle des médias, ça implique aussi tous les blogs et tout ça, mais tu sais, de constamment fournir du contenu sur un peu tout. Ça force tout le monde à avoir une opinion sur un peu tout. Puis à te sentir de plus en plus impuissant parce que tu ne peux pas avoir du contrôle sur tout non plus. Fait que c'est comme l'obligation d'avoir une opinion, surtout aussi, il y a cette anxiété-là qui arrive parce que si on est dans une conversation puis on se fait challenger sur un sujet qu'on n'a aucune idée, ben on se sent nécessairement moins bon. On se sent moins intelligent parce qu'on est confronté. Puis là, l'étendue des sujets, elle est juste infinie. Là. Non, c'est ça, exact. Puis de réaliser aussi que moi, ce qui je trouve difficile, c'est de réaliser, d'être mis au courant de nouvelles sur lesquelles j'ai aucun impact possible. Et avec la multitude de nouvelles, ben c'est sûr que cette anxiété-là est ressentie, ça n'a pas le choix. Puis on le voit beaucoup avec les différentes. L'éco-anxiété est un bon exemple. Je pense que les gens font leur possible, mais l'éco-anxiété, c'est le sentiment de sentir que ce que tu fais n'a pas d'impact tant que ça. Il y a une anxiété avec le fait d'être constamment bombardé de nouvelles d'un peu partout, puis de malheurs d'un peu partout. Puis tu disais plutôt justement que Facebook va toujours privilégier les faces fâchées et en colère. Ben, c'est aussi le même principe de pourquoi on privilégie tout le temps les mauvaises nouvelles. C'est parce que ça fait réagir davantage. Mais ce faisant, ben, ça nous rend plus malheureux. Oui, puis c'est difficile de faire la part des choses parce qu'on sait que certains postes de télévision, certains journaux qui vont favoriser l'expression de nouvelles qui vont fâcher ou qui vont utiliser des titres de cette nature-là, même si on le sait, on est quand même bombardé et ça nous affecte quand même. Fait qu'on peut même pas dire qu'on a une espèce de bouclier mental face à ce genre de choses-là. Fait qu'il faut carrément, dans ce sens-là, s'extraire de l'environnement pour justement ne pas subir. On va terminer sur ça parce qu'on a comme largement débordé sur ce qui était normalement prévu. Le sujet est ultra intéressant. Je pense qu'on va devoir faire une suite. Je pense qu'on a abondamment parlé en pré-show. La discussion là n'est tant qu'à moi jusqu'à une amorce. Elle est intéressante au niveau de la sécurité parce que le minimalisme nous amène dans des comportements plus sains, mais pas en ayant une espèce d'esprit négatif, la sécurité, tout ça, mais dans un esprit où il faut améliorer et se faire du bien. Et cela va nous amener nécessairement vers des comportements qui sont humainement mieux, mais même au titre, au sens où on protège mieux nos informations puis on est moins propice à la fraude, entre autres. Là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait énormément plaisir. Et bonne soirée. Bonne soirée.